c'est une question très très difficile. Quelle est la vision de la paix? Je crois que nous avons tous un désir en nous de paix, mais simplement c'est comment parvenir à la paix, puisque la paix c'est aussi la guerre, on fait la guerre et on fait la paix, donc c'est un peu compliqué. Euh, Par contre, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont porteuses de paix. J'ai invité lors de mes fonctions, quand je dirigeais le Women's Forum, qui est une filiale de Publicis, j'ai eu la chance de rencontrer Aung San Suu Kyi. Et pourquoi j'ai rencontré Aung San Suu Kyi? Parce qu'en 1999, avec l'aide d'une femme journaliste reporter qui s'appelle Micheline Pelletier, qui est l'épouse d'Alain Decaux, s'était lancée dans une grande aventure de photographier les portraits des prix Nobel de la paix vivants. Donc j'ai presque tous rencontrés parce que je lui avais demandé s'il m'était possible de rencontrer des gens comme Carter et bien d'autres d'ailleurs. Et je suis allée à Oslo, en Norvège, là où il y a le comité Nobel de la paix, qui maintenant d'ailleurs, je crois, a déménagé vers Oslo. Il n'y a plus que les prix de la paix que l'on présente, dont certains d'ailleurs peuvent être contestés par les uns ou par les autres, mais en tous les cas, en 1999, une personne était assignée à domicile, qui était Aung San Suu Kyi, donc en Birmanie. Et puis un jour, par des hasards de circonstances, un ambassadeur de France, qui était ambassadeur de France en Birmanie, très ami avec Aung San Suu Kyi, parce qu'il avait connu et avait exercé un professorat avec son mari, m'a demandé, quand elle a été libérée, de lui faire rencontrer une quarantaine de femmes qui étaient des femmes chefs d'entreprise et politiques. Il y avait par exemple Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, mais des présidentes, une présidente du Femmes du CAC 40, l'Institut Pasteur, des femmes qui s'occupaient de transport, de santé, etc. Pourquoi? Parce qu'elle souhaitait rencontrer des femmes qui pouvaient justement, dans son pays, aider sur tous les besoins nécessaires de la Birmanie. Comme elle aime beaucoup Monet, nous avons fait ce dîner au musée Marmottan, au milieu des monnaies, ce qui était quelque chose de tout à fait étonnant. Et je me souviens de cette phrase, de beaucoup de choses d'ailleurs, d'Aung San Suu Kyi, qui a dit « Où commence la paix ?» Et la paix commence à la maison, avec des petits garçons à qui on apprend de ne pas taper sur leur mère, de ne pas battre leur sœur, et d'avoir une éducation qui les mène vers la paix, plutôt que d'être des guerriers, je veux dire, de nature. Et d'ailleurs, un peu avant, quand j'ai exposé les prix Nobel de la paix au Carrousel du Louvre, en présence à l'époque de Lionel Jospin et de tout le gouvernement français d'ailleurs, et de l'Académie française, j'ai organisé quelques semaines après un concours des mots de la paix à Toulon, où il y avait à l'époque le Front National. Donc c'était un peu compliqué. On a lancé un concours des mots de la paix pour enfants. 3000 enfants ont participé à ces notions de paix, soit par des dessins, soit par des poèmes. 3000 enfants. Et nous avons fait avec un homme que je respecte infiniment, parce qu'il a fait beaucoup de choses pour sa ville, qui est Hubert Falco. Tous ces enfants ont été invités dans le hall du conseil général de Toulon, et j'ai invité Francis Perrin à venir chanter Lily. Chanson que vous connaissez, qui est porteuse de paix, et qui est une lutte contre le racisme, contre tous ceux qui sont anti-juifs, anti-arabes, anti-homo, etc., etc. Donc je crois que en lisant ces mots de paix, qui ont été d'ailleurs une publication d'un agenda de la paix éternelle chez Hachette Havas à l'époque, en montrant les gens qui avaient reçu des prix Nobel de la paix et ceux qui ne les avaient pas reçus et qui auraient pu les avoir. Et ce qu'avaient fait ces enfants, c'était extraordinaire.
Il y a des recettes de la paix merveilleuses de la part des enfants. Mais tout vient de la cellule familiale, en fait, et l'éducation. L'éducation, l'éducation et l'éducation, qui sont les premiers, vraiment la base de la paix. Donc je pense que ça part de là, et de la part de l'éducation. Maintenant, moi j'ai fait plusieurs forums au Brésil, les favelas, tout le monde connaît. L'éducation a aussi fait sortir, je veux dire, des enfants des favelas en apportant de l'éducation, et surtout en luttant aussi contre la drogue, qui est un des, je veux dire, facteurs de guerre en tous les cas et de violence. Donc l'éducation qui a été donnée à ces enfants des favelas, dont beaucoup sont sortis, je veux dire, un certain nombre sont sortis, ils sont devenus des dirigeants importants. Sont aussi, je me souviens d'une femme tout à fait remarquable à Rio, qui luttait contre la violence, qui a d'ailleurs abaissé la violence de 30 à 40% dans cette ville. Donc là aussi, je veux dire, la paix, la violence, ça va avec la paix, en permanence. Quand je suis allée en Birmanie, 3 forums en Birmanie, les uns à la suite des autres, à Yangon et à Naypyidaw, quand j'ai vu 900 femmes faire la queue dans la rue pour assister à un forum, parce que c'est la première fois qu'elles avaient la possibilité de s'exprimer, je crois que c'était un signe de paix absolument extraordinaire. Donc faire la paix, c'est aussi avoir cette liberté d'expression positive, non destructrice, et de pouvoir dire, voilà, la paix, c'est une liberté d'expression, c'est la construction liée à l'éducation, et on progresse ainsi. Ça ne veut pas dire que la guerre ne recommence pas. D'ailleurs, si on voit le cas de Suu, Aung San Suu Kyi, elle ne pouvait pas devenir présidente en raison d'une constitution établie par son père qui disait que nulle femme, pour simplifier, qui était mariée à un étranger et qui avait des enfants étrangers, ne pouvait prétendre à ce poste. Mais elle a quand même gagné, même si elle a beaucoup d'ennuis aujourd'hui, elle n'est pas présidente, mais elle est comme une présidente et quelqu'un a été nommé président. Mais je crois que c'est un exemple, ce pays de l'Asie du Sud-Est, et d'autres pays qui ont des problèmes. La paix aux Philippines est quelque chose, moi j'ai reçu une délégation de Philippines l'année dernière, quand vous avez un chef d'État qui fait ce que vous savez, c'est-à-dire tuer des gens, tout simplement, faire tuer des gens dont il s'honore d'ailleurs quelque part, si vous regardez les nouvelles des Philippines, eh bien là aussi je crois que c'est au-delà de faire la paix, c'est-à-dire demander à des gens de montrer et d'expliquer qu'on peut certainement éradiquer la drogue, mais pas forcément en tuant les gens, parce que c'est certainement pas en tuant les gens, mais en pratiquant une éducation saine. Et ça, c'est vraiment important. La souffrance de ces Philippines est invraisemblable. C'est un pays, comme vous savez, de matriarcat et de grandes familles, Mais mon Dieu, quelle violence! Donc toute cette partie d'Asie du Sud-Est, qui est une partie importante, vit de ça. La violence et la paix, c'est de ne pas pouvoir pénétrer dans un pays comme la Corée du Nord, où c'est la violence, non seulement la violence, mais la peur en permanence. Mais c'est quelque chose qui est incompréhensible dans le cadre de l'humanité d'avoir ce genre de choses. Et ça, c'est pour une partie de l'Asie. Et quand vous avez, si on se rapproche, je veux dire, de continents très proches du nôtre, la Tunisie, qui est pour moi un pays que j'aime, non pas parce que j'ai mon ami Michel Boujna, mais j'ai habité en Tunisie. Je crois que ces femmes sont remarquables de courage. Les gens sont très cultivés en Tunisie. Il y a une grande éducation.
Je m'occupe aujourd'hui d'humanitaire avec le professeur Deloche, qui est le président de la chaîne de l'espoir, et qui est cet homme qui a sauvé 20 000 enfants, enfin 20 000 opérations, enfin, un grand professeur de cardiologie, qui construit des hôpitaux, qui construit aussi des centres de formation, et qui me disait l'autre jour, la qualité des médecins tunisiens est extraordinaire, ce sont eux qui vont soigner. En fait. Ça aussi, la paix, ça passe par la médecine, je veux dire, par la santé, par des soutiens aux populations. Et en Tunisie, les femmes ont joué un rôle considérable en demandant justement l'égalité des genres à l'Assemblée, et ce sont des femmes qui luttent. Je peux prendre indéfiniment des pays comme ça, et j'ai remarqué que les femmes jouent un rôle essentiel dans la paix. Non pas parce que j'ai dirigé le Women's Forum pendant des années, j'ai toujours, j'allais dire, manifesté et faire en sorte que les hommes soient les égales que les femmes soient les égales des hommes. Vous savez, Platon écrivait quelque part, c'est pas exactement la citation, si une nation ne respecte pas, je veux dire, 50% des hommes et 50% des femmes, ça n'est pas une nation. En ayant fait ça, je me suis rendu compte que par leur travail, par l'éducation qu'elles donnaient aux enfants, par le souci d'un équilibre financier familial, quelque part, par exemple, quand vous voyez des petites fermes au Kenya ou chez Younous, ce sont les femmes qui pratiquent le système d'épargne. Vous ne verrez jamais une femme, ou très rarement je pense, dire qu'elle a gagné 3 francs 6 sous, aller se saouler la gueule au café d'à côté, ou boire, ou dilapider son argent. Au contraire, des petites épargnes, je veux dire, dans les petites fermes comme ça, elles élèvent des poules, les poules pondent des œufs, elles gardent des œufs pour elles, et puis elles vont vendre quelques œufs aussi pour recommencer. Je veux dire, vous savez très bien ce qu'a fait Younous ou ce qu'a fait Wangari Maathai au Kenya. Donc les femmes sont capables de ça. À partir du moment où les gens ont du travail, un petit travail, c'est le début de la paix. Et puis vous avez c'est vrai que la guerre existe quand il manque d'eau dans un pays, par exemple. Moi j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les femmes porteuses d'eau, parce que de se taper 35 km dans la brousse pour apporter de l'eau au village, etc. La paix, c'est aussi ça. La paix est dans le détail de chaque instant, et surtout d'avoir de l'empathie pour les gens. Mais si je prends notre pays, la France, en ce moment, je n'ai jamais caché mes opinions. Donc, je suis pour que quelqu'un comme Emmanuel Macron accède au pouvoir, car sinon, ce que j'entends tous les jours aujourd'hui, que ce soit d'un côté où on ne comprend pas très bien ce qui se passe avec un homme qui a été un homme d'État, et je n'y connais rien, et je ne veux même pas savoir si ce sont des vraies turpitudes, des fausses turpitudes, créées par les journalistes ou créées par ceci ou cela. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de trouver quelqu'un qui a une vraie vision d'un pays, sans écorner les autres, détruire l'Europe, mais quelle connerie. Enfin, excusez-moi, ça n'a pas de nom. On dit toujours qu'on est un pays des droits de l'homme. Peut-être qu'on n'excelle pas dans les droits de l'homme, mais enfin, il y a quand même 4 millions d'Algériens qui vivent en France. Il y a des Africains qui se sont battus pour la liberté de la France. Moi, mon père américain, je suis franco-américaine, a débarqué un certain jour d'une certaine année pour sauver la France. Et comment on peut accepter un président américain qui porte et diffuse une haine? Mais est-ce que c'est un chef d'État? Un chef d'État, normalement, se doit de porter la paix et l'enseigner à ses concitoyens. Donc ça passe par tellement de biais, la paix. Qu'est-ce que la paix? C'est de vivre ensemble dans le meilleur des mondes, en respectant les autres. On fait des bêtises, hein. Il y a des gens qu'on aime, il y a des gens qu'on n'aime pas. Mais au moins arrêter de penser. Ce qui me frappe aujourd'hui dans la politique en France, c'est que chacun parle pour soi. Moi je veux être président, moi je veux être président, moi je veux être présidente. Mais on n'en a rien à foutre. Ce qu'on a besoin, c'est quelqu'un qui a une vision, qui est jeune, qui n'a pas, moi à l'âge que j'ai l'impression d'avoir toujours vu les mêmes hommes politiques,
les mêmes paroles pratiquement. Je garde parfois des journaux d'il y a 20 ou 30 ans, je les trouve, et je retrouve exactement la même chose aujourd'hui. Donc il faut qu'on avance, je veux dire, dans ce domaine. On est un beau pays, avec une population formidable, toujours qui râle, les Français sont râleurs, on le sait, mais ça fait des siècles que ça dure. Mais comment on est en ce moment, non pas porteur de paix, la France, on a une réputation vraiment de merde à l'extérieur, vraiment de merde. Quand vous avez une mauvaise réputation comme ça, je veux dire, il faut bien qu'on exporte, il faut bien qu'on fasse vivre le commerce, il faut bien que les sociétés vivent. Quand on n'est pas beau à regarder ce qu'est le cas en ce moment, vous croyez que les gens ont envie d'aller travailler avec nous? Eh ben non. Eh ben non. Donc, il faut toujours envisager la paix avec quelqu'un qui est porteur de paix. D'une nation, d'un village, d'une ville, d'un individu, je veux dire tout simplement. La paix, ça se construit. C'est une vision, c'est amener les gens à vivre ensemble. C'est être très direct quand quelque chose ne va pas et d'expliquer. Il y a toujours eu des conquêtes, depuis les hommes des cavernes, hein, ça ne change pas. Il y a des poudrières partout, mais je veux dire qu'en ce moment, c'est le pompon, quoi. Il y en a partout, 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 partout. Et le populisme est porteur de guerre. Porteur de guerre. Il est contre la paix. Enfermer une nation en elle-même, c'est franchement une déclaration de guerre. Donc il faut ouvrir les choses, je veux dire. C'est ma vision, hein, ça n'engage que moi. Hein. Bon. Et la culture, c'est... Vous savez, sur un théâtre, on peut dire tout ce qu'on veut. Le théâtre, c'est la vérité de la vie. Moi, ça fait 33 ans que j'ai fait construire un théâtre avec Jean-Claude Brialy, que je préside un festival. Quel est le théâtre ? Festival de Ramatuelle. La Ramatuelle, c'est le seul. Donc, c'est celui que vous avez fait construire. Oui, bien sûr. Donc, on dit tout ce qui est dans la vie existe sur le théâtre. Et il y en a plusieurs qui l'ont très bien dit. D'abord, il y a Shakespeare, premièrement. Et à part Shakespeare, il y a Molière. Et à part Corneille et Racine sont dans un autre style. Mais on a tout en France. On a tout dit sur ce sujet. Il faut relire Montesquieu, il faut relire les Fables de La Fontaine. Et apprendre d'eux. Mais aujourd'hui, je veux dire, c'est terrible. Moins on a de culture, plus on restreint notre langage. C'est le danger d'Internet. Hein. Moins on fera la paix. Il faut se balader dans les rues de Paris où les gens vous tournent de cons, de connasses, sale pute, tu conduis comme une conne, enfin, ou connard. Mais il faut arrêter. Ça, c'est des mots de guerre. Hein. Donc il faut apprendre. Ça s'apprend, je crois. La gentillesse, ça existe. C'est une vraie valeur, la gentillesse. Être gentil avec les gens, c'est une vraie valeur. Bon, si quelqu'un vous insulte, je ne dis pas qu'il faut sourire parce qu'on a l'air bené, mais enfin, je veux dire, quand les gens sourient, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe. Je veux dire, les gens sont mieux. Mais la paix, c'est tout ça. C'est beaucoup de choses. Mais la culture est définitivement... Alors la culture, c'est large, parce que vous avez la musique, le théâtre... le cinéma, etc., sont des... Et les musées, d'ailleurs. Vous savez, moi, je suis administrateur du musée d'Orsay. Il y a eu quelque temps, il y a une bande de petits jeunes qui étaient très excités, qui sont venus, qui commençaient, vous avez peut-être lu ça dans la presse, à être désagréables avec les gens qui sont au musée. Mais et à utiliser des mots vraiment pas acceptables. Bon, à partir de ce moment-là, je veux dire, ils ont été odieux. Quand les mêmes groupes, ou à peu près les mêmes groupes, sont revenus, et en voyant ce qu'était la peinture, un respect pour la peinture, à ce moment-là, ils deviennent silencieux, ils regardent, ils écoutent, etc. Il y a quelque temps, je suis allée à un concert, je crois que c'était pour les jeunes de Saint-Denis. Le chef d'orchestre, c'était Claire Gibault. Avec des corps, un orchestre à cordes et avec une chanteuse. J'étais au milieu de mômes qui n'étaient jamais allés écouter la musique classique. Il y en a un qui dit à l'autre, t'as vu, c'est mieux que ce qu'on écoute. Hein. Mais oui.
Et moi, est-ce que je peux aller écouter de la musique classique? C'est quoi madame qui joue là? Donc je pense que tout ça c'est la paix. Vous mettez de la musique quelque part, ça calme. Le prix Nobel de la littérature chinois, là, dont le nom m'échappe, qui habite dans une banlieue parisienne, il y a des discussions avec des jeunes qui disaient voilà, lui il est là, il a le prix Nobel, moi aussi je peux l'avoir, puisqu'il habite là. Donc à chaque fois il y a des exemples. Si on leur montre des maîtres, des conduites à tenir, on évite beaucoup de choses. Mais si on leur dit casse-toi pauvre con, on incite à la violence. Donc voilà, donc tout passe de l'éducation, beaucoup de choses passent par les femmes. Il faut que les femmes aussi il faut savoir expliquer. Aux enfants, on a tous eu des crises d'adolescence, des crises. Mais c'est juste comment calm down, comment calmer les choses et expliquer. Alors évidemment, plus vous grognez, plus l'autre grogne. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc voilà, moi je suis une personne tout à fait lambda, je veux dire, ma vision de la paix est celle d'une citoyenne banale et normale. On n'a pas envie de faire la guerre.